Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau point de lecture. Vous allez voir, ça va du gros flop au big coup de cœur. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du contemporain, il y a du thriller, il y a même de la bande dessinée. Donc je perds pas trop de temps. J'y vais tout de suite et je vais commencer. Donc je vais aller de ce que j'ai le moins aimé à mon coup de cœur ultime. Donc si vous avez un petit peu suivi mes stories sur Instagram, vous savez que ma grosse déception pour l'instant, je dirais même depuis l'année 2020, donc depuis 2020, c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker et c'est publié chez De Fallois. Moi Joël Dicker, je l'ai adoré dans alors ce qui doit être au départ une trilogie des Goldsman, donc La vérité sur l'affaire Harry Kibert et le livre des Baltimore que j'avais vraiment trouvé excellent. J'avais trouvé que les intrigues étaient bien ficelées. Alors c'est vrai qu'à l'époque, maintenant qu'on me le dit, j'avais pas vraiment fait attention au style, à l'écriture. J'avais trouvé déjà qu'avec la disparition de Stephanie Meller, c'était moins bien. Et alors là, c'est le gros crash total, le fiasco. Voilà, j'ai rien trouvé de bien dans ce livre. Et alors je suis vachement déçue parce que je l'ai payé quand même je crois qu'il avait 23 €. Et ça fait cher la déception. Bref, je vais peut-être vous éviter donc une dépense avec ma chronique. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Joël Dicker qui joue son propre rôle et qui se fait appeler l'écrivain. Donc l'écrivain, c'est un écrivain très connu qui habite en Suisse et un jour il décide de prendre un peu des vacances suite à une rupture amoureuse et il va se réfugier dans un palace, dans un hôtel à Verbier, c'est en Suisse puisque toute l'intrigue va se dérouler en Suisse. Là, comme de par hasard, il tombe sur sa charmante voisine de palier qui est une Anglaise, divorcée, je sais pas quoi, séparée de l'aristocratie anglaise. Bon, bref, déjà la rencontre un peu improbable. Elle est fan de l'écrivain. Et elle a remarqué que dans la chambre, donc il y a la chambre 621, 622, et entre les deux, non je vous dis n'importe quoi, 621, 623, et entre la 621 et la 623, enfin entre les deux chambres, il n'y a pas la 622. À la place, c'est 621 bis. Donc ils trouvent ça quand même étrange. Ils commencent à enquêter, tous les deux, en fait la fille, là, l'anglaise, et qui s'appelle... je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Donc avec l'écrivain, ils décident d'enquêter et ils s'aperçoivent qu'en fait a été commis il y a une quinzaine d'années plus tôt un crime dans cette chambre 622 elle a été entre guillemets débaptisée pour 621 bis. Donc on a d'abord ce premier niveau d'intrigue entre l'écrivain, la fille anglaise qui vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, puisqu'en fait au départ on ne sait pas qui a été tué, nous, le lecteur, puisque le suspense est préservé jusqu'au bout, mais surtout dans la véritable enquête, on ne sait pas qui a tué, qui a commis le meurtre. Donc le meurtrier court toujours, donc c'est une enquête qui n'est pas close. Et donc, du coup, Joël Dicker va nous ramener 15 ans auparavant, où là on va faire la connaissance de Macaire Esbener, c'est ça, Esbener, qui est en fait le fils d'un gros banquier qui va hériter, qui va devenir président de la banque, qui travaille avec Lev Levovitch, qui lui est un gars qui vient un peu de la rue, qui s'est fait tout seul et qui a monté tous les échelons et maintenant qui a un très gros ponte aussi au niveau de la banque. Et on va suivre tout ce petit monde là de la semaine avant le meurtre jusqu'à après le meurtre, donc c'est un retour en arrière sous forme de flashback. Ça aurait pu être intéressant de se dire tiens on va suivre ce flashback, savoir qui a tué, pourquoi, quelles sont les motivations. Et alors en fait c'est un flop total parce que Joël Dicker nous amène, 15 ans auparavant, dans une espèce de vaudeville, avec Ciel mon mari, le ménage à trois, le triangle amoureux, la romance pathétique. Je me suis emmerdée d'un bout à l'autre. Les dialogues sont ridicules. Au début, en fait, j'ai cru que c'était un effet de style. Je me suis dit, les 50 premières pages, il s'amuse un peu, voilà, il a un délire d'écrivain, il veut écrire style comme une comédie un peu légère, comme une romance, mais ça va passer. Et en fait, pas du tout. Je tournais les pages, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne retrouvais pas du tout le style qu'il avait eu dans ses autres bouquins qui étaient, je vais pas dire plus sombres, mais un peu plus sérieux. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je m'ennuyais. Alors, je suis allée quand même au bout, parce que j'avais envie de savoir, mais même la fin, c'est un flop total. Alors, c'est vrai que les 150 dernières pages
et il en fait 560, hein, nous embarque un peu plus, mais je me suis ennuyée d'un bout à l'autre. Le style est mauvais, l'intrigue tourne autour d'une relation amoureuse sans aucun intérêt. J'ai pas retrouvé cette ambiance qu'il pouvait glisser dans ses autres bouquins. Là, y a pas d'intérêt. Et alors, je vous dis, les dialogues, c'était mais qu'est-ce que tu fais, chouchou? Oh mon chaton. Enfin, c'était d'une. Enfin, je suis pas écrivaine, mais j'aurais pu écrire ça. C'était mauvais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, il nous colle comme un cheveu sur la soupe de temps en temps des flashbacks, alors réels, avec son éditeur de Fallois, c'est Robert, je crois, je sais plus son petit prénom, qui est décédé l'année dernière. Et donc il nous colle de temps en temps, au bout d'un chapitre, comment il l'a rencontré, comment ils ont édité son premier bouquin, donc des choses réelles de la vie qui sont réellement passées entre Joël Dicker et son éditeur. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il nous met ça? Donc si vous pouvez vous passer, voilà, si ma chronique elle sert à vous passer d'acheter ce bouquin, d'économiser 23 €, de les mettre dans autre chose que ça, allez-y, sinon empruntez-le, faites-le vous prêter ou empruntez-le à la médiathèque, je vous assure ça vaut pas le coup, franchement, d'user vos sous pour ça. Après j'ai vu de très bons avis positifs qui encensaient le bouquin, ils sont quand même minoritaires par rapport aux avis négatifs. Mais ceci n'est que mon avis, comme d'habitude, donc voilà. Ensuite, un peu sur le même style, je vous présente la théorie des poignées de main, on voit pas très bien avec la lumière, de Fabienne, c'est ça, Fabienne Betting, et c'est aux Escales, et il sort le 18 juin. Bon, moi j'ai les épreuves non corrigées. Alors c'est un tout petit livre qui fait à peine 200 pages, et là on va suivre Antoine qui est étudiant, qui fait une thèse. Il fait une thèse dans une université qui étudie en fait les principes des réseaux. Donc ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être le réseau professionnel, ça peut être comment part une rumeur, donc le réseau de la rumeur, etc. Et lui en fait il a développé il investigue plutôt, parce que c'est déjà une théorie qui date, une théorie qui dit qu'en fait dans le monde on est séparé de tous les gens simplement par un maillon de 6 autres personnes. C'est la théorie des 6. Par exemple, je vous donne un exemple, je prends l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Moi, je suis séparée de lui par 6 personnes. C'est-à-dire que je connais une personne qui va connaître une personne, qui va connaître une personne, qui va connaître une personne, qui connaîtra Barack Obama. Et ça marcherait pour les milliards de personnes qui sont sur la Terre. Donc lors d'une conférence, il expose son idée, et là il est pris à partie par un autre... un professeur d'université très pédant qui le met au défi de prouver sa théorie de manière concrète. Donc ce professeur qui est pas très sympa va chercher quelqu'un sur la planète complètement au hasard, donc il va lui donner un nom qui sonne d'ailleurs vietnamien, et Antoine va avoir je crois 3 mois pour d'abord chercher cette personne et ensuite prouver qu'il n'est séparé de cette personne que par 6 connaissances. Enfin, vous avez compris, par 6 personnes qui font une chaîne. Et donc ça va amener Antoine à partir d'abord au Vietnam, puisque la personne qui a été tirée au sort, qui a été mis la cible, il l'appelle la cible, vient du Vietnam. Il va aller au Vietnam, il va aller aux États-Unis, il va aller en Suisse, en France, etc. Alors, clairement, ce n'est pas du tout le genre de bouquin que je lis d'habitude. C'est très léger. D'ailleurs, l'auteur le dit à la fin, elle a dans ses remerciements, elle dit qu'elle a écrit ce livre pour divertir et pour exposer en fait cette théorie. Et clairement, voilà, ça remplit le job, ça divertit, ça expose cette théorie des 6, on passe un bon moment, mais franchement ça va pas plus loin. Moi j'ai trouvé que c'était, c'est très léger. Je pense que ce truc-là, ce roman-là, je l'ai lu en 2 jours. La semaine prochaine, vous m'en reparlez, je ne sais plus comment s'appellent les personnages et je me rappelle plus vraiment de l'intrigue. Voilà, c'est hyper léger. Si vous voulez un truc léger pour cet été sur la plage, c'est parfait, au bord de la piscine, c'est parfait. Ça peut être aussi, je pense, aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire et qui ont envie cet été, voilà, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a envie de lire un petit truc sympa, assez drôle, mignon, vous pouvez lui conseiller, c'est pas long, je trouve que vraiment il fait 185 pages donc c'est parfait. C'est très léger, on passe un bon moment et ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc ça peut servir de porte d'entrée à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire et qui se demande ce qu'il va lire cet été au bord de la plage.
Voilà. Si après vous aimez aussi ce genre de bouquin, allez-y. Ça me fait penser un peu au roman, vous savez, alors je sais plus s'il est suédois ou norvégien, je me rappelle plus, mais il y avait un mec qui avait écrit Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, et il y avait eu plusieurs tomes comme ça. Et ben c'est un peu du même acabit. Voilà, on passe un moment super sympa, mais alors c'est sûr que le mois d'après, on se souvient plus du tout de l'intrigue. Donc ce petit livre là, il sort le 18, et si ça vous dit de voyager à travers le monde avec Antoine, allez-y. Je monte un petit peu dans le level, alors toujours chez Aux Escales décidément, c'est un peu le hasard, hein. Donc je vous présente, alors je vais aller vite parce que c'est un 3e tome. Donc le 3e tome de la saga des Déracinés, c'est Et la vie reprit son cours, c'est de Catherine Bardon et c'est donc Aux Escales. Donc 3e tome, les 2 premiers tomes, alors il y a Les Déracinés, c'est le 1er tome, l'américaine, le 2e tome, celui-ci 3e tome, sachant que les 2 premiers tomes sont sortis en poche, et je crois que c'est chez Pocket, si je me rappelle bien. Donc là, on suit, pour vous résumer un peu la saga, une famille juive depuis donc les années 39-45, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis l'Autriche, depuis Vienne, où il s'agit d'une famille de juifs assez cultivés, qui vont être obligés de s'expatrier, de s'exiler, à cause de la montée du nazisme, et qui vont trouver refuge d'abord aux États-Unis, mais surtout, pardon, excusez-moi, ils vont trouver refuge, et c'est là où c'est super intéressant, j'ai trouvé, parce que souvent on ne le voit pas souvent, ils vont trouver refuge à la République dominicaine. Et donc dans ce 3e tome, on va suivre l'héritière donc, de ces 2 personnes qui avaient fui, donc la fille qui s'appelle Ruth, et qui s'est installée à la République dominicaine, elle a déjà une petite fille. Et c'est un roman vraiment sur la famille, c'est un roman sur les racines, comme le nom de la trilogie l'indique, les Déracinés. Alors d'ailleurs c'est pas une trilogie parce qu'il y a un 4e tome qui va sortir. Donc comme le nom de la saga l'indique, les Déracinés, c'est comment en fait trouver ses racines quand on a été obligé de s'expatrier, qui plus est quand on est juif, parce que par essence, le peuple juif est un peuple qui a toujours été persécuté, qui a beaucoup fui, qui finalement n'a jamais pu s'ancrer dans certains territoires, dans les territoires, a toujours été en mouvement. Et c'est très intéressant. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est vraiment plongé au cœur de la République dominicaine, et ça vous met une bouffée. Enfin, vous avez vraiment envie, je trouve que Catherine Bardon, là, elle réussit bien son coup, on a vraiment envie d'aller en vacances là-bas. Elle décrit merveilleusement bien les couleurs, les odeurs, l'ambiance. Ça a l'air vraiment... les gens ont l'air vraiment incroyablement bons, incroyablement gentils. On va suivre Ruth, on va suivre ses relations amoureuses. On va suivre la façon dont elle chemine personnellement, on va suivre ses amis. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on traverse toutes les années 60 et 70. Alors, c'est à la fois bien et à la fois un peu le défaut. Je vous dis d'abord pourquoi c'est bien. Parce qu'on a en arrière-fond donc, de l'histoire personnelle des personnages, on a l'histoire avec un grand H. On va suivre par exemple les premiers pas de l'homme sur la lune. On va suivre la vague du flower power. C'est vraiment super bien rendu. Et c'est aussi un inconvénient parce que le roman est au final assez petit, et du coup je trouve qu'on passe trop d'une époque à l'autre, d'une année à l'autre, et on n'a pas le temps d'assez s'appesantir sur les événements politiques ou historiques qu'on puisse passer, et du coup c'est un peu dommage. Mais je vous conseille cette saga qui n'est pas terminée donc, parce que ça fait vraiment une bonne bouffée d'air frais, et c'est vraiment très très sympa à lire, ça se lit super bien. Je continue avec... Alors je change de registre du coup, et je continue avec Dans mon village on mangeait des chats. Donc c'est de Pelaez et Porcel, et c'est chez Bambou Édition, et c'est dans leur collection Grand Angle. Donc je sais pas si vous voyez. Alors c'est une bande dessinée très très sombre. On est dans les années 70 en France, dans un tout petit village, et dans ce village il y a un maire qui a beaucoup de charisme, et ce maire c'est aussi le boucher du village. Et il est connu partout dans la région, on fait des kilomètres pour aller chez ce boucher parce qu'il fait un pâté un peu style foie gras, réputé, et on se l'arrache. Or, un soir, Jacques, qui est le jeune garçon qui a 14 ans, avec sa sœur Lily, joue, et en fait ils surprennent le boucher en train de tuer des chats.
Et vous vous doutez bien que le pâté que faisait le boucher, c'était un pâté non pas à base de canard ou de porc ou de ce que vous voulez. C'était en fait un pâté qu'il faisait avec les chats, qu'il appâtait dans le village, qu'il tuait, qu'il dépeçait et il les réduisait en pâté. Donc le boucher, voyant que son secret était vanté, va décider par un stratagème assez subtil de tuer Jacques. Jacques, lui, il vient d'une famille complètement explosée. Le père, il est routier, il part tous les 15 jours sur la route. Quand il rentre au bout de 15 jours, c'est pour picoler à mort, pour battre sa femme, pour battre Jacques. Pendant ce temps, sa femme, pour essayer de joindre les deux bouts, se prostitue dans la maison même où ils vivent. C'est-à-dire que les enfants voient souvent des hommes arriver, défiler, ils savent pas trop ce que font sa mère, leur mère et ces hommes-là. Voilà, c'est vraiment une famille un peu glauque, un peu malsaine, et Lydie et Jacques sont vraiment des pauvres gamins. Et voilà, et on va suivre en fait Jacques qui va devenir apprenti du boucher, et le boucher va un soir essayer de tuer Jacques, parce que c'est quand même un élément très compromettant, et Jacques, en se défendant, va tuer le boucher. À partir de là, c'est l'engrenage. Jacques va rentrer chez lui. Alors ça, je vous spoil pas parce que c'est dans la 4e de couverture et c'est important pour comprendre la suite. Jacques, en rentrant chez lui, va devenir parricide, donc il va tuer son père. Là encore, une sorte d'accident. Et donc, dans les années 70, qu'est-ce qu'on fait des gamins qui ont... donc là, on a quand même un double meurtre, même si c'est pas vraiment de sa faute. On le met dans une espèce de maison de correction, où là, ça va être en fait l'escalade. Parce que ces gamins, ce sont des garçons qui sont... On dit qu'ils sont inéducables, que la société ne peut même pas les éduquer, ne peut même pas les récupérer. Et il s'avère que Jacques est un gamin extrêmement intelligent, et il va tout faire pour s'en sortir, mais il va s'en sortir dans le crime, et notamment dans le crime organisé, et on va le suivre donc depuis ses 14 ans jusqu'à 25-30 ans, où il va faire vraiment, entre guillemets, carrière dans le crime organisé. C'est vraiment le scénario, alors c'est un one shot, hein, ça se termine à la fin, le scénario est hyper bien ficelé. Moi j'ai beaucoup aimé les dessins, je vais vous montrer, parce que c'est sombre, c'est un trait un peu brut, et je trouve que ça va extrêmement bien en fait avec l'histoire qu'on nous raconte. Donc je ne sais pas si vous voyez les dessins. Je vous invite à aller voir sur le site de Bambou Édition, je crois que vous pouvez feuilleter quelques planches. Je trouve qu'il n'y avait aucune fausse note dans ce bouquin et dans cette BD, et je vous la recommande parce que c'était vraiment très beau, à la fois très émouvant et très dur. Alors je continue avec un autre livre. Alors là on est plutôt dans du contemporain. Je vous présente donc Idaho de Emily Ruskovitch chez ses éditions Gallmeister. Voilà. Celui-ci il est dans ma palle depuis un petit moment, je ne savais pas trop quoi lire. Allez, je me suis dit tu le sors. Et en fait quand j'ai posté sur Insta, on m'a dit qu'il était très bien. Alors, c'est pas un livre que je conseillerais à tout le monde, attention. C'est très sombre, c'est très glauque, c'est très noir. Mais l'écriture n'est vraiment pas facile à aborder. On est donc, comme son nom l'indique, dans l'Idaho. Et on va suivre les deux temporalités. On va suivre d'abord la famille Mitchell. Je crois que c'est Mitchell leur nom de famille. Parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Ouais, c'est ça. Qui par une journée, donc on est en 95, par une chaude journée d'août, ils vont aller couper du bois. Donc il y a le père, Wade, il y a la mère, Jenny, et il y a les deux filles, June et May. Et toute la famille monte dans le pick-up et ils vont aller couper du bois là-haut sur la montagne. Et il se passe un drame terrible qui fait que Wade va perdre sa famille, va perdre ses filles, va perdre sa femme. On avance dans la temporalité, une dizaine d'années plus tard, on a Anne qui est professeure de musique dans un collège. Elle va rencontrer Wade et en fait Wade va refaire sa vie avec Anne. Et je peux pas trop vous en dire non plus parce que ce serait vraiment vous dévoiler trop de l'intrigue, mais Anne en fait va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé en 95 dans cette forêt, parce qu'il y a une des filles, enfin les deux filles sont... Ouais, c'est con, je vous le dis quoi. Pourquoi Wade s'est retrouvé tout seul tout d'un coup, que sont devenues ses filles réellement, qu'est devenue sa femme. Elle va essayer d'éclaircir, d'autant plus que Wade, il a une cinquantaine d'années, il commence à perdre la tête, il commence à avoir des trous de mémoire assez importants,
Et en fait, il y a certaines choses qui reviennent dans son inconscient. Et alors ça peut être un bruit, par exemple, ça peut être juste un bruit que fait Anne. Et ça lui fait péter un câble, et il a des accès de violence où il s'en prend violemment à Anne. Et elle a envie vraiment d'essayer de soigner son mari et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. C'est un roman sur l'inconscient, un roman sur le déni, un roman sur la mémoire, jusqu'où on peut aller pour oublier, jusqu'où on peut aller pour se rappeler. On est dans des paysages très froids, très arides, on est souvent au cœur de la forêt, au cœur de l'hiver. On suit ce personnage d'Anne qui s'accroche et qui essaie de faire tout son possible, qui est d'une humanité assez incroyable. Voilà, c'était beau, mais sachez que c'est très sombre, c'est très glauque. L'écriture n'est vraiment pas facile, on est sans arrêt à faire des allers-retours, des flashbacks, puis on avance dans le temps, puis on revient, puis on change de personnage, on va se focaliser sur Wade, on va se focaliser sur Anne, puis on peut se focaliser sur une des filles, on peut se focaliser sur Jenny, l'ex-femme de Wade. Mais c'était vraiment un très beau livre, un très beau moment de lecture. Et je vous recommande, voilà, si vous êtes attiré par ce style, allez-y, foncez, ça ne peut que vous plaire. Et enfin, je termine ce point lecture par mon gros coup de cœur. Donc j'ai suivi Séverine de Il est bien ce livre, qui, enfin pour elle, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Et pour l'instant, ouais, depuis l'année 2020, là, le début de l'année 2020, c'est vraiment le livre que j'ai préféré. Donc il s'agit de Trouver l'enfant, de René Denfeld, et je l'ai en poche chez Rivage. Alors, Trouver l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Naomi qui s'est spécialisée dans la recherche d'enfants disparus. Alors, les enfants disparus qui ont pu disparaître depuis, ça peut être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Les parents font appel à elle. Pourquoi ils font appel à elle? Parce que Naomi elle-même, lorsqu'elle était gamine, a disparu et elle s'en est sortie. Alors le mystère Naomi, son passé est très mystérieux parce qu'on ne saura jamais véritablement ce qui lui est arrivé. On sait simplement qu'un jour elle s'est échappée d'un endroit quand elle avait 7-8 ans, qu'elle a été recueillie dans une famille d'accueil, qu'elle s'en est sortie. Et donc Naomi, elle se met en fait à la place de tous ces enfants qui ont disparu, qu'on a kidnappés, et elle sait quand même, elle a l'instinct pour essayer de les retrouver. Elle en a déjà retrouvé pas mal, alors parfois décédés malheureusement, parfois vivants. Et là, elle est appelée par la famille Culver, donc on est dans l'Oregon. Leur fille est disparue depuis 3 ans. En fait, un jour, ils sont allés couper du bois dans la forêt, c'était pour Noël, ils sont allés couper un sapin, et Madison a disparu, et on pense bien sûr qu'elle est morte de froid, qu'elle est tombée, ou qu'elle a été dévorée par des bêtes. Mais ses parents, bien sûr, pensent qu'elle est toujours vivante. Et Naomi va donc mener l'enquête, elle va se rendre dans l'Oregon pour savoir ce qui s'est passé, pour enquêter, et on a à la fois le point de vue de Naomi lorsqu'elle enquête, mais on a aussi le point de vue de Madison, puisque très vite on se rend compte qu'elle est toujours vivante et qu'elle est retenue contre son gré. Il n'y a aucune fausse note dans ce livre, il n'y a aucun mot qui n'irait pas, tout est nickel, tout est au carré. C'est un vrai tour de force que l'auteur a fait ici, parce que je vous assure, c'est à la fois d'un glauque, d'un sombre, d'une noirceur incroyable. Quand on voit celui qui a kidnappé Madison, les scènes vraiment qui vous font frissonner. Et d'un autre côté, on a des scènes d'une tendresse, d'un amour très fort qui vous fout les poils, parce que on voit, quand Naomi a été recueillie par sa famille d'accueil, on voit tout l'amour qu'elle a reçu. C'est magnifique, c'est magnifique. L'histoire, elle est jusqu'au bout, elle se tient. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, elle se tient. Je ne peux que vous recommander ce livre, qui est difficilement trouvable parce que je crois qu'ils sont en rupture, ils n'avaient pas dû en imprimer beaucoup, et il a énormément de succès. C'est vraiment sublime, et si vous devez acheter un livre cette année, c'est celui-ci, je vous assure, vous passerez un merveilleux moment de lecture. C'était d'une finesse, d'une beauté incroyable, d'une noirceur en même temps humaine, mais c'est vraiment, l'auteur est d'une intelligence rare. Elle tourne les choses de telle façon que on comprend en fait les choses, on comprend le kidnapping, et c'est là où je trouve que c'est très fort. C'est pas d'un côté blanc et d'un côté noir, elle nous force à comprendre les choses, et c'était incroyable. Donc vraiment je vous le recommande à 100%, et pour l'instant moi c'est une de mes meilleures lectures de 2020. Et bien écoutez, c'est terminé pour ce petit point lecture. Vous avez vu, j'ai eu une très grosse déception. Après c'est quand même monté crescendo parce que j'ai eu de très belles découvertes.
Je vous retrouve, alors je ne sais pas, peut-être un book haul si le cœur m'en dit, si je reçois encore un peu de trucs. Et puis bah, sinon ce sera encore pour un point lecture. J'aimerais bien faire aussi, comme l'année dernière, la palle de l'été avec Séverine qui nous propose des paliers. Je pense que je vous tournerai ça parce que ça me motive à lire un peu, voilà. J'arrête de blablater, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!